Bon, bah, merci beaucoup. Alors, je suis ravie d'être là pour parler vaccination. Alors, ça fait partie des thématiques importantes en prévention dans les maladies infectieuses. Alors, on fait régulièrement des rappels sur de la prévention et notamment de la prévention vaccinale qui est de la prévention primaire. Et effectivement, avec les quelques mots que j'ai entendus de la présentation précédente, je pense que ça va prendre d'autant plus d'importance pour deux raisons. C'est qu'avec les molécules bispécifiques, on peut imaginer qu'on peut avoir peut-être plus de complications infectieuses qu'avec les anciennes molécules. Et puis parce que si alors c'est peut-être extrapolé un peu, mais si j'ai bien compris, ces médicaments ont l'air d'être dramatiquement efficaces chez certains patients au point de négativer certains marqueurs, donc peut-être de les guérir, ce qui serait quand même dommage que du coup ils perdent en qualité de vie, en autonomie ou je ne sais quoi sur une complication infectieuse. Voilà. Alors, pourquoi je ne le passe plus? Ça passait tout à l'heure. Voilà. Juste déclaration des liens d'intérêt où effectivement on est dans les groupes de travail avec l'industrie pharmaceutique sur le design des vaccins. Alors ça, c'est un petit peu classique quand même parce qu'on a besoin les uns des autres. Et puis aussi pour vous dire que ce diaporama, je l'ai élaboré à partir de la littérature, bien sûr, des recommandations, mais également à travers des diaporamas que l'on a l'habitude de mettre en commun au sein de deux groupes de la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui sont le groupe prévention-vaccination et également le groupe infection-immunodépression. Et donc, on partage généralement nos diapositives pour alimenter les formations que l'on va faire à travers la France. Voilà. Alors, je vous propose d'aborder le sujet en deux parties, avec une première partie probablement un peu plus longue parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce que l'on va faire, et en abordant les enjeux de la prévention vaccinale à travers les risques infectieux, lesquels, les problématiques liées à la couverture vaccinale, les questions sur l'efficacité, mais également sur la tolérance, et puis un tout petit mot sur l'évolution des recommandations. Et puis finalement, dans la deuxième partie, les mises à jour du calendrier vaccinal. En gros, comment on fait avec le calendrier en population générale? Est-ce qu'il y a des vaccins spécifiques selon quelles indications? Les contre-indications, bien sûr, à bien connaître, elles sont pas très nombreuses. Et puis au final, comment s'organiser? Alors, les enjeux du risque infectieux et de sa prévention chez ces patients-là qui sont atteints de maladies inflammatoires chroniques sont pas tant liés à la maladie elle-même, même si on peut avoir une discussion là-dessus, mais plutôt au traitement que l'on va mettre en place, hein. En tout cas, à mon degré de connaissance de ce domaine-là, et que du coup, si on est amené à parler immunodépression, traitement, il y a également du coup des niveaux d'immunodépression ou suppression qui vont être très différents d'un patient à l'autre. Et c'est probablement les difficultés que l'on rencontre dans la littérature, parce qu'en général, on a un grand groupe qui s'appelle immunodéprimé et dans lequel on met un petit peu tout. La deuxième chose, c'est que finalement, on a peu de données disponibles en ce qui concerne l'épidémiologie de ces infections à prévention vaccinale et que beaucoup de recommandations reposent encore sur une balance bénéfice-risque, sur des avis d'experts. Alors ça s'améliore quand même parce que actuellement, on a quand même des patients immunodéprimés dans les essais cliniques et on a des cohortes et des réseaux de surveillance qui sont organisés qui nous permettent d'avoir un peu plus de données qu'auparavant. En tout cas, les infections les plus fréquentes, ce sont surtout des infections respiratoires et des infections cutanéo-muqueuses, quel que soit le type d'immunosuppression. Alors, en ce qui concerne les risques infectieux, le but étant pas de faire un listing, j'ai pris un exemple d'une vaccination qui est largement recommandée à toutes les personnes qui ont une immunodépression, mais pas que, parce qu'il y a quasiment toutes les comorbidités qui sont éligibles aussi à cette prévention vaccinale, qui sont les infections à pneumocoque. Et c'est important peut-être de remettre quelques chiffres sur le poids de ces infections à pneumocoque, parce qu'en réalité, on n'a pas l'impression d'en voir tous les jours dans notre patientèle sur ces patients-là, et pourtant c'est une réalité. Et donc il faut avoir des chiffres un petit peu plus larges et savoir ce que ça représente finalement dans les citoyens en général et nos patients. Alors le pneumocoque, je vous rappelle, c'est une bactérie qui est commensale et qui a une transmission interhumaine, mais ça fait partie potentiellement des bactéries de notre flore respiratoire qui varie au cours du temps
en fonction de l'âge et qui varie aussi selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Et il peut y avoir une certaine saisonnalité. En tout cas, ça se transmet très facilement. Il n'y a pas de mesure barrière spécifique puisque c'est une bactérie commensale et communautaire qu'on est amené à s'échanger. Ça représente quoi, les infections invasives à pneumocoque? C'est 10 infections invasives pour 100 000 habitants par an environ. Alors, c'est sûr que si on regarde à l'échelle de la patientèle d'un médecin, on va peut-être pas forcément le voir aussi fréquemment. Par contre, c'est 7 000 cas en France par an, des infections invasives à pneumocoque. Et si on prend pneumonie aiguë communautaire, où on sait que le pneumocoque est quand même une des premières étiologies, c'est 130 000 pneumonies aiguës communautaires. Donc, c'est pas rien quand même comme type d'infection. Si on regarde le coût, alors il y a un certain coût, c'est quelque chose qui est important actuellement dans notre système de santé, qui est de plus en plus contraint par le coût. Et donc, par exemple, en France, le coût d'une pneumonie aiguë communautaire hospitalisée, c'est environ 7 000 euros. Donc après, il faut faire un calcul général. Et dans ce coût, il y a des coûts directs qui sont liés à la prise en charge même du patient qui présente l'infection, mais également des coûts indirects avec notamment les arrêts de travail et tout ce que ça peut engendrer derrière. Je rappelle aussi qu'il y a une forte association entre infection à pneumocoque et épidémie de grippe, puisque le pneumocoque fait partie des surinfections bactériennes assez classiques au décours d'une grippe, en particulier chez les patients qui ont des comorbidités et en particulier chez les immunodéprimés. Alors, si on regarde plus précisément parmi les patients qui vont présenter une infection à pneumocoque, invasive ou non, on voit que ceux qui ont des facteurs de risque, ça c'est clair, une immunodépression, c'est environ 10% de l'ensemble de ces personnes qui vont présenter une pneumonie aiguë communautaire à pneumocoque. Il y a d'autres façons de le regarder, c'est combien de patients par an. Alors là, il y a deux études, notamment une qui a été faite en France à Montpellier, c'est environ 8 patients, 7 à 8 patients sur 1000 patients année. Donc, c'est quand même pas rien. Il y a encore une autre façon de le regarder pour avoir des chiffres qui parlent différemment, si on a besoin de se convaincre. C'est de regarder finalement le risque, combien de fois plus de risque en fonction du facteur de risque d'infection à pneumocoque. Et chez les immunodéprimés, alors là, voilà, on n'a pas détaillé le type d'immunodépression, mais c'est environ 3 fois plus de risque de présenter une infection invasive à pneumocoque. Donc, ce n'est pas rien. Alors, évidemment, il y a des pathologies, notamment tout ce qui est oncologie hémato et les transplantés d'organes solides qui ont un risque encore plus élevé. Mais finalement, peut-être que ça dépend aussi beaucoup des traitements qui sont employés. Il y a certaines molécules qui peuvent être utilisées en transplantation d'organes solides, mais également dans les maladies inflammatoires chroniques. Toujours sur les infections à pneumocoque, quand on regarde des études à grande échelle, on s'aperçoit que ces infections sont majoritairement dues à des sérotypes de pneumocoque qui sont inclus dans les vaccins qui sont actuellement proposés. Et c'est bien tout l'enjeu d'ailleurs, c'est de faire une surveillance sérotypique pour voir quels sont les sérotypes émergents en cours, les plus fréquents, les plus virulents et les plus résistants aux antibiotiques, pour adapter progressivement les vaccins qui sont proposés. Et donc, on sait que 72% des infections invasives à pneumocoque sont dues à des sérotypes vaccinaux. On sait également que la plupart de ces patients avaient une ou plusieurs comorbidités, donc étaient éligibles à une vaccination antipneumococcique, et que la plupart de ces patients avaient vu un médecin l'année précédant l'infection invasive à pneumocoque. Donc, il y a peut-être du travail à faire sur comment mettre en place cette vaccination, puisque la stratégie et les moyens de prévention proposés sont adaptés. La dernière chose, c'est que, et on va le voir sur la diapositive suivante également, il peut y avoir un cumul des facteurs de risque qui va du coup faire un risque exponentiel. Et il y a l'âge qui est quelque chose d'important dont il faut tenir compte et pas que les comorbidités. Et l'âge est vraiment un facteur de risque en soi d'infection invasive à pneumocoque, même si pour le moment en France, nos recommandations de vaccination ne tiennent pas compte de l'âge, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où au-delà de 65 ans, il y a une recommandation forte de vaccination contre les infections à pneumocoque. Et donc, du coup, on parlait des facteurs de risque.
Donc, les facteurs de risque assez classiques, hein, le diabète, la BPCO, l'asthme, l'insuffisance cardiaque, un peu toutes les insuffisances d'organes. Les patients qui vont présenter un très haut risque d'infection invasive à pneumocoque, qui sont les immunodéprimés, les aspléniques, mais aussi les patients qui ont plusieurs comorbidités. Et c'est ce que l'on voit sur cette figure ici, en fait. Plus on va avoir de comorbidités, plus on va avoir un facteur de risque élevé, à tel point que quand on va associer 2 ou 3 comorbidités, en fait, on va avoir plus de risques d'infection invasive à pneumocoque que quelqu'un qui a un transplanté d'organes solides et qui n'a pas d'autres comorbidités. Donc, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte, en plus de la maladie de base et des traitements que l'on met en place, parce qu'on a quand même nombre de nos patients qui vont avoir un diabète, qui vont avoir une hépatopathie chronique, une insuffisance rénale, etc. Alors, bien évidemment, ça, c'était un exemple hein, pour voir le poids des infections et quel type de risque infectieux. Alors, bien évidemment, il faut vraiment se référer aux traitements qui sont utilisés parce que il y a ce qui est général pour tout le monde, et notamment grippe et pneumocoque. Mais après, il faut aller plus en détail sur les molécules que vous utilisez et en fonction de leur mode d'action, on peut présumer certains risques infectieux qui vont être dévoilés lors des essais cliniques, par exemple, mais également dans toutes les déclarations de pharmacovigilance et toutes les cohortes qui sont actuellement effectuées, parce qu'il y a des événements qui sont potentiellement plus rares et que l'on ne peut voir qu'à travers des cohortes. Alors, je ne vais pas détailler ce qu'il y a sur cette diapositive, c'était juste à but d'illustration, mais il y a de nombreux documents, y compris dans les modalités d'utilisation des médicaments, mais de nombreuses revues de la littérature qui proposent des tableaux avec quels sont les risques infectieux qui ont été observés et de là, les recommandations de prévention de ces infections qui peuvent passer par des mesures barrières, des mesures d'hygiène, des mesures de règles d'hygiène de vie, de la vaccination, voire des traitements en prophylaxie, ce qui peut arriver parfois. La deuxième problématique, ce sont les enjeux de la couverture vaccinale. Alors en France, donc on va commencer par des choses simples pour déstigmatiser. Il n'y a pas que nos patients, mais c'est un problème qui est un petit peu plus général. Et on va prendre des vaccins tout simples, donc le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche, où normalement toute personne en France doit être vaccinée, même sans comorbidité. On s'aperçoit que la couverture vaccinale elle est très mauvaise, comme on peut le voir sur cette figure ici. Et plus on avance dans l'âge, et plus la couverture vaccinale est basse, probablement parce qu'on ne propose pas le suivi nécessaire, on ne le rappelle pas suffisamment, et on n'a pas le dispositif avec une politique proactive de vaccination. Quand on regarde les vaccinations spécifiques grippe et pneumocoque, on a aussi des couvertures vaccinales qui sont mauvaises et qui sont loin des objectifs qui sont fixés par la commission technique des vaccinations, par la Haute Autorité de Santé, pour avoir une efficacité en fait hein, de ces stratégies-là. Et si on regarde même les immunodéprimés qui habituellement ont un programme de suivi un petit peu plus important que les autres patients, on a des couvertures qui sont quand même bien en dessous des objectifs qui sont fixés. Il y a quelques études spécifiques qui ont été réalisées. Alors là, j'en ai mis 2 à titre d'exemple qui ont été effectuées en France. Alors en particulier à Paris, à Cochin et à Necker, où effectivement, on voit bien qu'on a des taux de couverture vaccinale pour des vaccins diphtérie, tétanos, polio. Hein. Donc même en dehors de toute maladie, normalement, il devrait y avoir un suivi et une vaccination, et ce n'est pas effectué que ce soit pour des maladies inflammatoires digestives ou rhumatismales, comme c'est montré ici, alors que ces patients avaient vu un médecin l'année précédant l'enquête et qu'on leur a pas forcément proposé tout le temps la vaccination, que ce soit par leur médecin généraliste ou par leur médecin spécialiste. Alors, il y a maintenant de grandes enquêtes qui sont effectuées sur la couverture vaccinale, comme par exemple l'association Avenir, hein, qui a publié cette grande enquête. Donc là, j'ai extrait les résultats de ce qui nous intéressait. Donc, des patients qui sont à très haut risque infectieux, notamment pour la grippe et pour le pneumocoque, et ça se recoupe avec ces petites études que l'on a vues auparavant. Vous voyez par exemple que pour les maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, vaccination contre la grippe, jamais. Alors ça, on pourra en discuter parce que le vaccin contre la grippe est un vaccin qui est particulièrement polémique, en particulier en France. Mais par contre,
Les vaccins contre les infections à pneumocoque ne sont pas du tout polémiques. Ce n'est jamais refusé quand on le propose à un patient. Et donc là, on voit bien que c'est plutôt sur des pratiques de soins qu'on doit s'améliorer parce que c'est pas de la résistance, de l'opposition, en fait, qui conduit à des chiffres aussi bas. Et puis, il y a l'étude Covarisk, en fait, hein, qui va être au long cours, qui va être menée au long cours et qui s'intéresse en particulier aux patients immunodéprimés. Et c'était une autre façon de vous montrer que ces taux de couverture vaccinale restent bas. Globalement, on reste en dessous de 30%, que ce soit pour la grippe ou pour le pneumocoque, toute catégorie de facteurs de risque confondus. Les enjeux de l'efficacité de la vaccination, alors ça c'est également une vraie question, en commençant peut-être par quelque chose qui est un peu délicat mais qui reste la base, c'est comment mesurer l'efficacité de la vaccination et donc peut-être des problèmes de terminologie parce que finalement ce que l'on fait le plus souvent c'est de la mesure d'immunogénicité, c'est-à-dire qu'on va regarder une réponse cellulaire par exemple, humorale à un vaccin. Mais ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est quand même ce qu'on appelle le vaccine efficacy. En français, on va pas distinguer les deux, en fait, hein. C'est l'efficacité vaccinale au cours de conditions contrôlées, comme par exemple dans des essais cliniques, et l'efficacité en vie réelle, qui est la vaccine effectiveness, hein. Et donc là, c'est en dehors de tout essai, c'est quelle est l'efficacité de la vaccination en vie réelle. Et finalement, on manque d'outils pour mesurer ça et on manque d'organisation parce qu'on n'a pas nécessairement les données. Alors, on va regarder surtout l'immunogénicité et on sait très bien, ça, je vous apprends rien, qu'on a une réponse qui va être altérée chez le sujet immunodéprimé, que ce soit en termes d'amplitude de cette réponse vaccinale, tout comme en termes de durabilité de cette réponse vaccinale. Et alors, en termes de qualité, c'est ce que je vous disais, en fait, là, on manque crucialement de données par manque d'organisation, mais aussi parfois par manque pour identifier sérieusement ces infections, notamment grippe et pneumocoque, hein, puisque finalement, on va regarder surtout les syndromes grippaux et les infections respiratoires à type de pneumonie aiguë communautaire, sans avoir nécessairement toujours l'étiologie à proprement parler. Et donc, l'altération de cette réponse vaccinale, quelle qu'elle soit, est étroitement liée à plusieurs choses, en particulier le terrain du patient avec l'âge et ses maladies sous-jacentes, mais également les traitements qu'il va prendre, et puis la façon dont on va organiser cette prévention vaccinale. Donc, en fonction de l'antigène, du vecteur et du support sur lequel l'antigène va être administré, de la présence d'adjuvants, des choses que vous connaissez, mais également en fonction du moment où on va effectuer cette vaccination par rapport à l'immunosuppression, puisqu'on ne va pas avoir le même type de réponse en primo-vaccination ou en rappel. Et c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte justement dans la stratégie de vaccination de ces patients qui vont être immunodéprimés. Alors du coup, en termes d'immunogénicité, oui, on a des données. Là, il y en a quand même pas mal hein, qui commencent à s'accumuler. Et on sait très très bien, comme ça peut être vu sur cette étude-là, où on va avoir une séroconversion. Donc la séroconversion, c'est le titre multiplié par 4, le titre d'anticorps hein, spécifique, qui va être altéré chez les patients immunodéprimés, y compris ceux qui ont une maladie auto-immune, hein. C'est encore plus dramatique quand on va essayer de regarder le taux de séroprotection, qui du coup a un objectif un petit peu plus important, et c'est le titre supérieur au 1/40e, où là, systématiquement, on ne va jamais atteindre l'objectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Pour autant, c'est de la mesure d'immunogénicité, anticorps, et ça n'est pas nécessairement corrélé de façon parfaite à une efficacité en vie réelle. Si on regarde plus précisément les patients qui vont être sous anti-TNF, hein, donc ça, cette étude, elle est intéressante parce que elle nous montre que c'est vraiment le traitement par anti-TNF qui va être à l'origine de la moins bonne réponse vaccinale, hein, puisque c'est avec ou sans immunosuppresseur, où on va avoir sur la courbe en noir foncé, en fait, une réponse toujours anticorps hein, qui va être moins efficace chez les patients qui ont un traitement par anti-TNF. Néanmoins, cette étude nous montre également que c'est une diminution, mais que
il y a quand même une réponse vaccinale et que cette diminution, elle n'est pas drastique, hein. Donc, on sait qu'on a une moins bonne immunogénicité, mais il y a quand même une réponse vaccinale. Et encore une fois, ça ne reste que des anticorps. Et la dernière illustration sur l'efficacité vaccinale, et c'est pour bien enfoncer des portes ouvertes, puisque finalement, avec tout ce qui s'est passé sur la pandémie Covid-19, on l'a bien vu et tout le monde le sait, hein, en fonction du type d'immunodépression, cette réponse vaccinale va être variable. Et on sait très bien que les patients sous rituximab, par exemple, ne répondent pas à ce type de vaccination, hein. Et si on le savait auparavant, ça nous a été rappelé avec toute la campagne de vaccination contre la maladie Covid-19. Donc cette étude n'était pas faite pour ça, mais c'était une façon de l'illustrer aussi. Et alors là, pour le coup, il y a une moins bonne immunogénicité, enfin elle est quasiment nulle pour le coup pour les patients qui ont des anti-CD20. Alors du coup, il y a il y a des revues de la littérature qui ont essayé de classer tout ça et des méta-analyses. Et donc c'est assez simple de retrouver en fait quelles sont les molécules qui sont à l'origine d'une diminution drastique de l'immunogénicité de certains vaccins versus ceux qui vont diminuer l'immunogénicité, mais pour lesquels il y a quand même une réponse vaccinale. Et donc on peut faire des classements, par exemple, comme c'est montré ici où là, une espèce de méta-analyse, puisque finalement, c'est issu de UpToDate, et qui met à jour régulièrement en fonction des molécules et des vaccins qui vont arriver sur le marché. Et finalement, pour augmenter cette efficacité de la vaccination, on n'a pas énormément de possibilités et elles ont toutes des limites, hein. Il y a, et c'est des choses qui sont actuellement en cours d'essai ou de perspective dans les développements des vaccins futurs, hein. C'est d'augmenter les doses ou d'avoir des schémas différents pour augmenter les doses de rappel, hein. Donc, soit on augmente la dose d'antigène, soit on fait des rappels plus fréquents, y compris en schéma de primo-vaccination. Soit on va rajouter quelque chose qui va booster la réponse immunitaire, ça, ce sont les adjuvants, en sachant qu'on va pas avoir la discussion maintenant, mais quand même sur les nouveaux vaccins, il y a de moins en moins d'adjuvants et plutôt d'autres façons d'essayer de booster la réponse immunitaire en choisissant justement des antigènes qui vont avoir une meilleure réaction, en fait, hein. D'utiliser des plateformes vaccinales différentes, et c'est là où les plateformes ARN ont tout leur intérêt, et ça, ça l'a bien prouvé quand même avec la pandémie Covid-19, ou éventuellement d'avoir d'autres modes d'administration des vaccins, en particulier l'administration intradermique, mais qui ne peut pas s'appliquer à tous les vaccins et qui nécessiterait probablement des formations, puisque c'est pas la voie d'administration la plus répandue. Donc finalement, avec ce schéma-là, on peut très facilement en déduire que si on veut avoir une meilleure réponse à la vaccination, en fait, il faut anticiper, vacciner le plus tôt possible et avant mise sous immunosuppresseurs. C'est l'idéal, si on peut, si on a le temps, hein. Et sinon, si possible également, c'est probablement d'interrompre le traitement immunosuppresseur pour appliquer le programme de vaccination, pour le reprendre au décours. C'est comme ça qu'on peut favoriser cette réponse à la vaccination. Alors, au niveau de la tolérance, j'aurais pas énormément de choses à dire, puisque finalement, ce qui va être le plus important, c'est de bien savoir, mais ça aussi, c'est des choses qu'on connaît bien, que les vaccins vivants sont de principe contre-indiqués chez les patients qui sont sous immunosuppresseurs. Alors après, ça peut être discuté et ces recommandations, donc ça c'est issu des recommandations du Haut Conseil de la santé publique sur la vaccination des personnes immunodéprimées. Ces recommandations datent de 2014, donc elles méritent d'être actualisées. C'est en cours, hein. Et ce qu'on sait, c'est que tout le monde n'a pas la même attitude, en fait, à travers le monde, et qu'on n'a, par exemple, pas les mêmes seuils pour la corticothérapie avec les Suisses, qui sont pourtant pas très loin, que dans certaines recommandations, notamment canadiennes et américaines, on va autoriser certains vaccins vivants atténués dans des situations un peu spécifiques, par exemple des enfants transplantés,
qui sont à plus d'1 an de la transplantation, avec un traitement immunosuppresseur au plus bas, pas de rejet évidemment, etc., et qui ont un fort risque d'infection, rougeole, varicelle. Hein, donc, c'est des choses qui sont discutées. Néanmoins, pour le moment, en France, on reste là-dessus. On va attendre les recommandations et voir ce que ça nous dit, mais on ne peut pas administrer de vaccins vivants atténués aux patients immunodéprimés parce qu'il y a un risque d'avoir une maladie vaccinale, en fait. Hein. Et ça, c'est des choses qui se sont déjà produites par erreur quelque part. Alors, erreur quand ce sont des vaccins qui sont recommandés très tôt dans l'enfance, et notamment chez le nouveau-né, parce que s'il y a un déficit immunitaire congénital, il n'a pas encore été diagnostiqué, et ça fait des infections dramatiques, ces infections vaccinales. C'est pour ça que les pédiatres sont relativement réticents à l'application des vaccins vivants chez les nouveau-nés, hein, parce que c'est vraiment dramatique. Alors ça, c'est un cas d'illustration, donc c'est pas un nouveau-né, c'est une enfant de 4 ans qui avait une leucémie aiguë lymphoïde, qui a eu un vaccin varicelle et qui a fait une maladie varicelle vaccinale qui a été assez dramatique, hein, et ça a été bien confirmé. Alors, il y a aussi des revues de la littérature qui ont essayé de colliger, alors sous réserve que tout n'est peut-être pas déclaré, donc d'où l'intérêt de la déclaration en pharmacovigilance. Mais finalement, on s'aperçoit que il y a quand même certains patients qui ont reçu ces vaccins vivants atténués. Voilà, pour des raisons X ou Y, mais on n'a pas rien du tout, on n'a pas zéro en fait. Que ce soit des maladies inflammatoires chroniques, des transplantés ou des cancers hématologiques, et que finalement, on a très peu de maladies vaccinales qui ont été rapportées, hein, fièvre jaune, rougeole, varicelle, etc., voire même BCG. On en a très peu. Donc, ça veut dire qu'il faut probablement qu'on analyse un petit peu plus les degrés d'immunodépression de ces patients pour savoir à quel moment, lorsque le risque infectieux est important, donc c'est vraiment une évaluation du risque infectieux qu'il faudra réaliser pour savoir à quel moment on pourrait éventuellement leur proposer cette vaccination. Alors, c'est peut-être des choses qui nous touchent pas de si près que ça, mais par exemple, pour la fièvre jaune, hein, c'est vraiment des questions qui sont importantes. Enfin, on a quand même quelques patients qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne et qui veulent retourner en Afrique subsaharienne, et ça peut être une vraie problématique. Et donc, quand je vous disais qu'on avait des recommandations différentes, hein, par exemple, sur ce tableau-là, donc ça, c'est une diapositive de Anne Conrad, qui est infectiologue à Lyon, hein, qui avait fait l'effort de résumer un petit peu avec des choses qui nous parlaient. Hein, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes seuils pour la corticothérapie, qu'on n'a pas non plus les mêmes délais après arrêt d'un traitement immunosuppresseur. Et donc, du coup, on espère que ces recommandations-là françaises qui vont sortir vont tenir compte de tout ça afin de permettre d'avoir une meilleure protection vaccinale chez nos patients. Et donc ça, c'est le dernier exemple, en fait, où il y a quelques cas qui ont été colligés, et notamment de vaccination rougeole, hein, et varicelle chez des enfants greffés d'organes solides, où là, on peut bien comprendre que le risque infectieux, il peut être majeur, hein, à cet âge-là. Alors, à titre d'exemple, en consultation prévention des infections pour le transplanté d'organes solides qu'on a mis en place au CHU de Lille il y a peu de temps, moi, j'ai reçu en consultation un jeune prof qui est transplanté rénal depuis 3 ans, et il est prof en zone précaire, voilà. Et non, il n'a jamais fait la rougeole, il n'a jamais été vacciné. Alors du coup, on peut imaginer le risque qu'il peut encourir, parce que les taux de couverture vaccinale dans la zone où il enseigne, en fait, sont très mauvaises. Donc voilà, c'est quelqu'un, par exemple, qui mériterait de pouvoir avoir un petit peu plus clair sur à quel moment on pourra le vacciner. Et puis, sur la tolérance, peut-être un autre petit mot où finalement, j'ai pas de données réellement à présenter parce que c'est plus de l'ordre du cas clinique. Mais vous savez bien qu'on dit que potentiellement, l'administration d'un vaccin pourrait déclencher ou aggraver ou engendrer une poussée d'une maladie inflammatoire chronique, hein. Alors, c'est des cas cliniques qui sont rapportés. C'est toujours très compliqué de mettre en place un lien de causalité. En fait, on a tendance à rattacher deux événements qui se succèdent, hein. Pour autant, il n'y a pas nécessairement de lien de causalité. Après, sur le principe physiopathologique, on peut imaginer qu'une stimulation immunitaire, comme toute autre stimulation stressante
dans la vie puisse déclencher une poussée d'une maladie inflammatoire. Mais il n'y en a pas plus pour les vaccins que pour autre chose, alors qu'on a quand même ces patients qui sont largement vaccinés à l'échelle de la Terre entière, hein. Donc, tout l'intérêt de bien déclarer et de bien avoir des cohortes prospectives, comme ça a été le cas, par exemple, pour la vaccination HPV, alors en dehors de l'immunodépression, mais c'est bien grâce à ce suivi particulier du vaccin HPV que finalement, il y a un rapport qui a été rédigé et qui a bien mis de côté tout ce qui a pu être dit et médit sur le vaccin HPV, puisque finalement, il n'y a pas plus de sclérose en plaques dans la population vaccinée que dans la population non vaccinée. Et donc, cette histoire-là est laissée complètement de côté pour HPV et pour hépatite B aussi, hein. Et le dernier enjeu de parler régulièrement de la vaccination, bah, c'est que les recommandations, elles évoluent. Alors, elles évoluent bien évidemment parce qu'il y a des évolutions de l'épidémiologie des maladies infectieuses à prévention vaccinale. Exemple, hein, la maladie Covid-19 qui n'existait pas, mais il y a également des variations épidémiologiques. On parle beaucoup des méningites à méningocoque actuellement. Ça a été l'objet de débats et ça l'est encore depuis 2 ans et ça va probablement l'être pour la publication du prochain calendrier vaccinal. Donc, c'est important de faire attention à l'épidémiologie, de s'y adapter, parce qu'il y a des nouveaux vaccins qui arrivent sur le marché, et on parlera un tout petit peu du nouveau vaccin Zona et du nouveau vaccin pneumocoque. Et puis parce que il y a aussi des nouveaux traitements, donc comme on vient de l'entendre là, et qu'il peut y avoir de nouvelles indications. Alors oui, c'est casse-pied parce que il y a quand ça change, c'est casse-pied, hein, voilà. Donc il faut aller chercher les nouvelles recommandations et s'adapter et donc rester à jour. Néanmoins, c'est nécessaire. Alors, la mise à jour du calendrier vaccinal, euh, des petits rappels de ce que l'on vient de voir et du coup des conclusions que l'on peut tirer par rapport à ce que l'on vient de voir, les particularités chez le patient immunodéprimé. Donc, vaccin vivant contre-indiqué toute la durée d'immunodépression, hein, parce qu'il y a un risque de survenue de maladies vaccinales. Donc ça reste vrai pour le moment. Ça le restera de toute façon. Il risque d'y avoir des exceptions selon les situations, hein. La problématique de la diminution de l'immunogénicité des vaccins ou de certains vaccins, qui pour le moment ne sont pas systématiquement reliés à une perte d'efficacité, sauf pour certaines molécules comme par exemple le rituximab. En tout cas, ça peut justifier de schémas vaccinaux spécifiques et éventuellement d'un monitorage par de dosage d'anticorps, ce qui n'est pas réalisé pour tous les vaccins parce que ce n'est pas nécessaire pour tous les vaccins. Ce d'autant plus qu'on a beaucoup de mal à établir un titre de séroprotection, hein. C'est toujours très difficile de dire qu'à partir d'un tel titre d'anticorps, on a une protection contre la maladie, parce qu'il n'y a pas que les anticorps qu'il faut regarder. Et la troisième chose, c'est le risque accru de la fréquence et de la gravité de certaines infections, comme on a pu le voir pour le pneumocoque, et que donc ça justifie de recommandations vaccinales spécifiques. Alors, les grands principes, ce sont lesquels? C'est que tous les immunodéprimés sont éligibles au calendrier en population générale. Simplement, il faut tenir compte des contre-indications, donc des vaccins vivants atténués, si on veut vacciner alors que le patient est déjà immunodéprimé. Mais sinon, le calendrier en population générale est éligible. Alors là, j'ai rappelé ce qui était le cas pour les adultes. Si on est chez les enfants, c'est le calendrier de vaccination de l'enfant auquel on va retirer les vaccins vivants qui sont contre-indiqués s'ils sont déjà immunodéprimés. Sinon, il faut nécessairement les faire vite avant qu'ils le deviennent. Ce qui va changer, c'est que c'est un rappel tous les 10 ans pour diphtérie, tétanos, polio, hein, et coqueluche à chaque moment éligible du calendrier vaccinal. À ça, on va rajouter 2 vaccins spécifiques qui sont la vaccination antigrippale et la vaccination antipneumococcique à cause du risque plus fréquent et plus grave. Et éventuellement d'autres vaccins selon le type d'immunosuppression, hein. Donc, c'est là où il faut se reporter plus spécifiquement au traitement appliqué chez ces patients. Et le troisième point, qui reste de la vaccination en population générale, c'est de bien tenir compte de l'entourage de ces patients, que ce soit l'entourage, alors on dit familial, mais il n'y a pas toujours un lien familial en fait, hein. C'est les gens qui sont au contact régulier avec ces patients-là et donc du coup aussi les professionnels de santé
qui doivent être à jour du calendrier vaccinal en population générale, mais également des vaccinations spécifiquement recommandées chez ces immunodéprimés-là que l'on va devoir effectuer chez les personnes de l'entourage. Les particularités, donc c'est les vaccins vivants qui vont être contre-indiqués. Alors peut-être pour que ce soit plus facile pour les patients sous biothérapie, immunosuppresseurs divers et variés, hein, c'est les délais qu'il faut respecter, puisque finalement, on peut parfois interrompre le traitement. Parfois, il est interrompu indépendamment de la vaccination d'ailleurs, hein, et que c'est probablement à ces moments-là qu'il faut se reposer les questions de la vaccination et profiter de ce laps de temps pour mettre à jour le calendrier vaccinal. Alors attention, parce que les délais peuvent être aussi très dépendants des molécules qu'ont reçues les patients. Encore une fois, le rituximab va nécessiter des délais plus longs que d'autres immunosuppresseurs, d'autres immunothérapies. Et puis, alors on ne voit pas très bien parce que c'est en dessous de la barre, mais je ne sais pas comment la faire disparaître, mais il y a aussi un délai à respecter entre l'administration de produits sanguins, des immunoglobulines par exemple, et les vaccins, hein, parce que il peut y avoir une inactivation notamment. Et donc, par exemple, merci. Vaccin puis produit sanguin, il faut respecter un délai de 2 semaines entre les deux dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, produit sanguin puis vaccin, il faut respecter un délai de 3 à 11 mois selon le produit sanguin et le vaccin, surtout qui va être administré, hein. Donc voilà, c'est les petites spécificités qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on veut mettre en place le programme de vaccination. Alors, les vaccins vivants, on dit qu'ils sont contre-indiqués, c'est très bien, mais il faut les connaître. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement. C'est essentiellement des vaccins dirigés contre des virus. Et il y a de plus en plus d'efforts qui sont réalisés en recherche dans les vaccins pour ne développer que des vaccins non vivants, des vaccins inertes, hein, parce que c'est particulièrement nos immunodéprimés qui en ont besoin. Donc, c'est un peu dommage si ces vaccins-là, on ne peut pas leur administrer. Donc, c'est rougeole, oreillon, rubéole, le vaccin varicelle, le vaccin Zona, qui n'est pas le même, il ne faut pas les confondre, le vaccin contre la fièvre jaune, pour ceux qui veulent voyager, le vaccin contre les diarrhées à rotavirus, alors ça s'applique surtout aux nourrissons, mais il y a des précautions à prendre, parce que administration du vaccin rotavirus chez un nourrisson, ça veut dire que si son parent est quelqu'un d'immunodéprimé, il faut éviter d'avoir des contacts avec les selles pendant les semaines qui suivent la vaccination. Donc, il y a des petites recommandations quand même à avoir, hein. Le vaccin contre la grippe, mais c'est le vaccin qui est par voie nasale, qui a été développé pour les enfants, donc ça ne s'adresse pas à l'adulte. Néanmoins, ce vaccin par voie nasale est un vaccin vivant, donc attention pour les enfants. Et puis un vaccin qui n'est plus utilisé, c'est le vaccin contre la polio par voie orale, qui sera définitivement plus utilisé, j'espère, après l'avoir retrouvé dans des effluents dans différents pays. Vous avez peut-être suivi l'actualité, hein, Royaume-Uni, USA, etc. Donc voilà, il faut espérer qu'il sera définitivement plus utilisé, même pour des pays à bas niveau socio-économique, parce que c'était quand même assez pratique les modalités de vaccination et également le coût du vaccin, mais je crois que c'est plus raisonnable. Et puis, il y a un vaccin antibactérien qui reste, hein, qui est le BCG, qu'on a du mal à remplacer, hein, je ne sais pas si ça sera possible, qui n'a aucune indication chez l'adulte, hein. Le BCG, c'est pour la prévention des tuberculoses, maladies graves chez l'enfant, hein. Donc, chez l'adulte, il n'y a aucune indication, mais ça peut être discuté chez l'enfant, et donc il faut bien penser à les administrer avant. Alors, pour résumer un petit peu tout ça sous une autre forme, donc ça, c'est le calendrier des vaccinations en France en 2023. Il y en aura un en 2024, comme chaque année. En général, c'est mars-avril, hein, donc il faut attendre ce moment-là pour voir les actualités. Et donc, sur cette fresque, on résume un petit peu tout. Donc, chez l'enfant, puis chez l'adolescent, puis chez l'adulte, hein. Donc ça, c'est en population générale. Et même si ça n'apparaît pas sur la fresque, vous savez que depuis fin 2023, il est fortement recommandé de vacciner les enfants âgés de 2 ans à 17 ans contre la grippe saisonnière. Pourquoi? Parce que chaque saison, en fait, et ça on l'a regardé, y compris dans nos données ici au CHU de Lille, c'est qu'on a 30%
des patients qui présentent une grippe qui sont des enfants de cette tranche d'âge-là. Et c'est aussi eux qui vont être au contact des grands-parents, des personnes peut-être les plus fragiles. Et donc, du coup, le fait de les vacciner, bon, la grippe de l'enfant, c'est aussi sévère que la grippe de l'adulte, hein, donc ils sont vraiment pas bien. Mais ça permet aussi probablement de couper la transmission aux adultes qui vont être vulnérables. Alors, qu'est-ce qui va changer chez l'immunodéprimé? Donc, chez l'immunodéprimé, lorsque c'est un enfant, ben, attention du coup aux vaccins vivants. Donc, bien les faire avant quand ça s'applique, hein. Ça, c'est une première chose. On l'a dit pour les vaccins inertes, il y aura le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche tous les 10 ans chez l'adulte immunodéprimé, hein. On ne change pas pour le moment le schéma de primo-vaccination ni chez le nouveau-né ni chez l'adolescent, hein. La recommandation grippe, bien évidemment, elle est présente pour tout type d'immunodépression, simplement pas par le vaccin par voie nasale, puisque c'est un vaccin vivant. Et puis, il faut rajouter à ce calendrier-là la vaccination contre la grippe saisonnière à faire chaque année, la vaccination contre les infections à pneumocoque, et puis, selon le contexte, vaccin contre la varicelle s'il n'y a pas eu de varicelle dans l'enfance. Alors, une simple trace dans le carnet de santé peut être suffisant, hein. Sinon, au moindre doute, il faut faire la sérologie. C'est la même chose pour la rougeole. Moindre doute, on fait une sérologie. Et puis, la vaccination zona à laquelle il faut penser pour les patients qui ont plus de 50 ans, puisqu'actuellement, l'AMM du vaccin dont on dispose, c'est 50 ans et plus, hein. Les recommandations, c'est 65 ans et plus, mais l'AMM du vaccin, c'est 50 ans et plus. Et c'est avant mise sous immunosuppresseur, puisque tout ça, ce sont des vaccins vivants. Alors, ça, c'est ce qui est écrit. Après, on peut toujours se poser la question d'un patient qui va être sévèrement immunodéprimé, où on sait que l'incidence des zonas est beaucoup plus importante et qui va avoir 48 ans, 49 ans, hein, donc c'est du hors AMM. C'est toujours compliqué pour les vaccins parce que c'est des vaccins hors AMM, hein, donc faut bien peser la balance bénéfice-risque, mais c'est des choses qui se font régulièrement lorsque le patient est convaincu et demandeur et ça se passe très bien. C'est juste que dans les études, c'était pas prévu avant l'âge de 50 ans. Alors, une fois qu'on a fait ça, après, c'est pas terminé. Il faut quand même se renseigner sur les voyages, hein. Et on a de plus en plus de patients jeunes qui vont peut-être guérir ou en tout cas vivre une vie à peu près normale avec leur maladie et qui vont voyager. On sait chez les transplantés, par exemple, que c'est 30% des transplantés qui voyagent à l'étranger hors Europe. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et du coup, selon les destinations voyage, il y aura des indications vaccinales supplémentaires. Et notamment, alors un vaccin que l'on recommande largue à main nue, qui est la vaccination contre l'hépatite A, hein, parce que c'est quand même dommage de faire une hépatite fulminante alors qu'on a une prévention vaccinale. Vaccin contre la fièvre jaune quand ça s'applique, mais attention, c'est un vaccin vivant, donc il faut bien demander aux gens de réfléchir avant de débuter leur traitement immunosuppresseur. Est-ce que vous envisagez de voyager en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, région de l'Amazonie, par exemple, hein, pour le faire avant, parce qu'après, c'est fini. Et puis, il y a certaines indications de vaccination contre les infections à méningocoque, hein, notamment la péninsule arabique et puis la ceinture méningitique en Afrique, par exemple, et certaines indications sur des immunosuppressions spécifiques. Puis, il y en a bien d'autres. Et donc, ça dépend des destinations de voyage. Et la dernière chose, c'est de bien vérifier les expositions professionnelles ou parfois de loisirs aussi, hein, parce qu'il y a aussi certains vaccins qui sont développés et administrés dans ces cadres-là, et notamment le vaccin contre la leptospirose, la fièvre typhoïde, hépatite A, hépatite B également. L'entourage familial et l'entourage des professionnels de santé. Donc, il est important de poser la question parce que c'est régulièrement oublié. Donc, c'est la mise à jour du calendrier vaccinal en population générale. Et il faut rajouter pour ces personnes-là les vaccinations spécifiques, donc contre la grippe systématiquement, également contre la varicelle. Alors du coup, ça peut surprendre un petit peu, mais quand il y a un enfant, par exemple, dans l'entourage d'un futur transplanté, il n'a pas fait la varicelle, il faut le vacciner contre la varicelle. Donc c'est important de le rappeler, la rougeole, rotavirus, lorsque ça s'applique également, et puis vaccination contre les infections à méningocoque pour certains patients qui ont un risque spécifique d'infection à méningocoque.
Alors, les deux vaccins dont je voudrais rapidement vous parler, c'est le vaccin contre le zona, hein. Actuellement, le vaccin dont on dispose est un vaccin vivant atténué, donc c'est un peu compliqué puisque souvent on ne peut pas l'administrer. Enfin, c'est trop tard, on va dire. Le nouveau qui arrive, donc c'est Shingrix, qui est développé par GSK, est un vaccin inerte, donc c'est pas un vivant, et c'est très bien. Il a été développé pour être administré dès l'âge de 18 ans chez les personnes qui ont des facteurs de risque de zona, et en particulier les immunodéprimés. Donc ça élargit quand même vraiment cette possibilité de vaccination contre le zona, avec des données qui sont satisfaisantes, hein, avec une très bonne réponse vaccinale et une bonne efficacité aussi, y compris dans des populations d'immunodéprimés. Et c'est intéressant, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est qu'on commence vraiment à avoir ces populations dans les essais parce que c'est vraiment ce dont on a besoin. Le deuxième, c'est le nouveau vaccin. Alors, Shingrix, pour le moment, il n'est pas encore utilisé en France, hein. Il est commercialisé, mais pour le moment, on est encore en attente de pouvoir l'utiliser. C'est annoncé premier trimestre 2024, donc ça devrait arriver. Le nouveau vaccin anti-pneumococcique, qui est un vaccin conjugué, donc tant mieux, c'est celui-là que l'on voulait, hein, parce que meilleure immunogénicité, un effet sur le portage, donc c'est très bien que ce soit ça. Pourquoi il est nouveau? Ben, parce qu'on passe de 13 valences à 20 valences, et donc du coup, on va, donc là, il y a les sérotypes couverts par les différents types de vaccins qui sont actuellement utilisés ou qui arrivent sur le marché. Et donc, le fait d'élargir les sérotypes, c'est super parce que, en fait, on va couvrir la plupart, quasiment tous les sérotypes qui sont fréquents à l'origine d'une certaine gravité ou d'une résistance aux antibiotiques chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, c'est intéressant. Donc, il y en a deux, mais celui qui est vraiment attendu, c'est celui qui a 20 valences parce que il couvre plus largement. Et donc, on a des données satisfaisantes parce que la réponse vaccinale, elle est équivalente au conjugué à 13 valences, hein, donc c'est parfait. Et on commence à avoir des données également sur les essais cliniques où il y aura des indications chez les immunodéprimés avec des données. Et donc, les indications de la HAS, c'est la prévention des infections invasives à pneumocoque et des pneumonies à pneumocoque chez les personnes à risque âgées de 18 ans et plus. Alors, pour le moment, on n'a pas encore l'enfant, mais probablement sur des problématiques de schéma, hein. Et ça va même plus loin puisque du coup, on va remplacer le schéma qu'on utilise actuellement qui combine le conjugué à 13 valences puis le polyosidique à 23 valences avec simplement une injection du conjugué à 20 valences. Donc en simplifiant le schéma, peut-être qu'on augmentera encore la couverture vaccinale et il y a même des propositions du coup, alors non pas de rattrapage mais de relais pour ceux qui auraient déjà débuté un programme de vaccination anti-pneumococcique, comment on rattrape, hein, avec le conjugué à 20 valences. Alors celui-là de vaccin, du coup, c'est plutôt premier semestre 2024. On n'a pas vraiment encore de date. On l'attend avec impatience. Et la recommandation, c'est de ne pas... enfin, on n'interrompt pas ce qu'on a commencé, hein. C'est-à-dire que si demain on voit quelqu'un qu'on va mettre sous immunosuppresseur, on fait le schéma qu'on a actuellement, le 13 valence puis le 23 polyosidique, hein. On ne va pas attendre le nouveau vaccin, ce serait trop risqué. Et donc, en pratique, c'est un peu une diapositive de synthèse, hein, c'est anticiper le maître mot, intégrer un temps de gestion des vaccins lors des consultations, hein, vacciner le plus tôt possible pour que ça ne retarde pas le traitement, hein, et qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Et ça ne doit pas retarder le traitement sous-jacent. Prévoir d'emblée toutes les indications potentielles parce que il peut y avoir des évolutions dans les indications thérapeutiques de ce que vous allez débuter et donc, il vaut mieux tout prévoir d'emblée, hein, encore une fois, pour ne pas être pris de court et savoir adapter ces recommandations vaccinales au comportement des gens, à leur profession, à leur voyage, parce qu'on n'a pas tous les mêmes types de risques infectieux auxquels on est exposé. Bien penser à faire les déclarations de tout effet indésirable, ça va nous rassurer principalement et tracer en sachant que depuis qu'on a mon espace santé, la traçabilité des vaccins est inclue dans l'espace, donc c'est parfait. Penser à l'entourage, hein, ça c'est quelque chose qui est important.
Et peut-être quelque chose qui n'est pas de la vaccination, mais qui est de la prévention post-exposition, hein, c'est penser immunoglobulines, spécifiques ou non, en cas d'exposition accidentelle, et en particulier rougeole et varicelle, chez les sujets qui n'auraient pas pu être vaccinés, voire ceux qui ont été vaccinés, mais qui ont une immunodépression sévère, et pour lequel le comptage est évident et important. On est amené à faire de la sérothérapie en protection supplémentaire. Et donc, en conclusion, il faut informer nos patients. Il y a de nombreuses études qui ont montré que si on parlait des vaccins et qu'on leur proposait la vaccination, il y avait plus de chances qu'ils se fassent vacciner, quel que soit le contexte et quel que soit le type de vaccin. Donc, il faut les proposer, qu'on est tous concernés, que ce soit les médecins traitants, mais également les spécialistes ou maintenant tout autre professionnel de santé, que ce soit pour délivrer les bons messages et en parler, voire même maintenant pour réaliser l'acte de vaccination, puisqu'on a les pharmaciens et les infirmières et les sages-femmes qui peuvent vacciner une certaine proportion de nos patients. Donc, nous avons besoin de vous. Et j'ai terminé, merci. Super, bah, écoute, merci beaucoup, Caroline. C'était limpide, je dirais. Moi, j'aurais rajouté et de ne pas regarder CNews ni de professeur Raoult quand il parle des vaccins dans tes recommandations C'est ça. finales. Il y a tellement de choses qu'il ne faudrait pas regarder dans tout ce qui est. Oui, Marc, je vais te laisser parler dans le micro pour qu'ils puissent entendre entendre dans le chat. Merci beaucoup, c'était passionnant. Alors, j'ai plein de questions, mais j'en garderai pour après. Ma première, c'est concernant les recommandations pour les vaccins vivants. Nous, on a encore eu le cas récemment, un patient qui était jeune militaire, qui devait aller en Afrique subsaharienne, qui était sous étanercept, donc un anti-TNF, qui a une demi-vie de 3 4 jours. Le national de vaccination a dit niet, c'est 3 mois, alors qu'en 4 semaines, il n'y a plus de médicaments dans le sang. On n'a pas eu le choix parce que c'est eux qui le délivrent, mais donc quand est-ce qu'on peut attendre ces nouvelles recommandations? Parce qu'il y a quand même des patients qui en ont besoin. Alors, du coup, il y a deux choses. Il y a le fait que, oui, on dit 3 mois, donc c'est 3 mois, et que c'est probablement intéressant d'avoir un peu plus d'interaction ensemble parce que les personnes qui sont responsables des centres agréés vaccination fièvre jaune n'ont aucune idée des traitements que vous utilisez. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on a 3 mois. Bah oui, mais en fait, il faut vraiment regarder ce que reçoit le patient et c'est vous qui connaissez mieux les traitements. Donc, il faut probablement être un peu plus souple, on va dire, dans la discussion. Après, sur les vaccins, c'est toujours compliqué parce que c'est de la prévention et le moindre effet indésirable. Déjà que c'est compliqué en France. Donc voilà, tout le monde est un peu frileux, hein. Néanmoins, on peut quand même discuter parce que vaccination contre la fièvre jaune chez la femme enceinte aussi, on dit c'est contre-indiqué. Pas tant pour l'immunodépression de la grossesse, hein, mais c'est surtout parce que ça fait de la fièvre quand même, voilà. Ça se fait quand même, voilà, hein. C'est après moult et moult discussions, mais une Africaine qui va rentrer en Afrique, qui est enceinte et qui doit repartir en Afrique, faut discuter à un moment donné, mais le risque de la fièvre jaune est peut-être plus important que le risque vaccinal. Mm. Si j'ai le temps, encore une autre question. Donc, vous avez parlé de l'importance de vacciner l'entourage. Évidemment, c'est évident. Je suis toujours très étonné du nombre de médecins et paramédicaux qui refusent, même dans des services où on gère des immunodéprimés, de se vacciner contre la grippe annuelle. Il y a plein de pays où on ne se pose pas cette question. Aux États-Unis, si on n'est pas vacciné, on n'est pas employé. Voilà. C'est pas une idée très populaire en France. Vous avez parlé de voilà. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui vont évoluer? Le Covid, voilà, la question s'est posée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le vaccin contre la grippe est particulièrement polémique parce que c'est un vaccin qui n'est pas facile à expliquer en réalité, hein. Donc, on a l'habitude d'en parler en consultation de ce vaccin. Il faut être transparent vis-à-vis des patients et il est difficile à expliquer parce que c'est chaque année. Alors, du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais chaque année quand même recevoir le vaccin, hein. Donc, il faut savoir l'expliquer. Pourquoi chaque année? Parce que c'est un vaccin aussi, quand on regarde l'efficacité vaccinale, c'est pas le meilleur vaccin dont on dispose. Moi, c'est comme ça que je leur dis aussi aux gens. Et c'est pour ça qu'ils ont tant de réticence. 60-70% d'efficacité, c'est le maximum que l'on puisse avoir, alors que les autres vaccins, on est à 100% ou à 90%, parfois 85%, mais pas en dessous, hein. Néanmoins, c'est pas zéro, c'est pas 50, c'est au-dessus de 50. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il y a des réticences. Après, euh,
il faut en parler. On a l'impression que les actions de type discussion au sein des réunions de service, c'est des choses qui peuvent fonctionner parce que c'est les pairs qui vont parler à leurs pairs, parce que c'est à l'échelle de personnes qui se connaissent et la parole est un peu plus libérée. Et de favoriser les échanges, ça permet de discuter. Nous, on le fait volontiers dans le service et chacun dit, moi, je me suis fait vacciner parce que, et moi, je l'ai pas fait parce que. Et comme on se connaît bien et que la parole est libre, on peut discuter et argumenter son jugement de valeur. Et c'est rigolo parce qu'on a des messages comme par exemple notre secrétaire qui dit moi je me suis pas posé la question, les médecins du service ont dit qu'il fallait le faire, alors je l'ai fait. Voilà. Et à l'inverse, on va avoir une infirmière qui dit moi j'y ai réfléchi, puis je vous crois et j'ai bien envie de le faire. Ma mère, elle me parlera plus jamais si je le fais. Voilà, donc c'est intéressant et ça, il faut en discuter petit à petit. On réussit à lever un petit peu les freins voilà, sur la vaccination contre la grippe. Et puis après, il y a ceux qui sont convaincus, qui vont pas faire quoi que ce soit pour les autres, qu'ils n'ont jamais eu la grippe, qu'il y a d'autres façons de ne pas transmettre la grippe, hein, et notamment les mesures barrières. Et pour le coup, à un moment donné, mais c'est des techniques qui sont peut-être vécues comme un peu agressives et qu'on n'est pas prêt à endosser en France. Mais on avait proposé, notamment pour les services de soins, de dire soit je me vaccine, soit je porte un masque. En fait, on n'oblige pas les gens à se vacciner, mais on les oblige à ne pas transmettre, par contre. Alors là, maintenant, il y a eu le Covid, ça serait peut-être le moment de relancer, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, parce qu'on porte volontiers un masque, mais de dire, mais chaque année, vous n'êtes pas vacciné, ok. Mais du coup, pendant toute la saison grippale, pendant le poste de travail, vous portez un masque et vous l'enlevez pas. Voilà. Mais pour rebondir là-dessus, moi, enfin, j'avoue, comme toi, Marc, hein, tu es absolument effaré par les chiffres de vaccination dans les services, y compris les nôtres. On doit faire œuvre quasiment de pédagogie constante pour expliquer le vaccin contre la grippe. Je te rejoins, qui est polémique. Enfin, je connais quand même un vaccin aussi bien toléré quand même. Enfin, je veux dire, il y a vraiment zéro problème avec la vaccination antigrippale. Et puis, je veux dire, ça empêche d'attraper la grippe, donc ça fait un peu moins d'absentéisme. Or, on est en train de mourir d'absentéisme paramédical dans les services, hein. Il y a 3 infirmières en moins parce qu'elles ont la grippe. Je veux dire, ça a aussi des impacts importants. Et puis enfin, la maladie nosocomiale. Enfin, je veux dire, la grippe nosocomiale, le Covid nosocomial. Enfin, je pense qu'on a tous des histoires extrêmement douloureuses de patients qui ont quand même été contaminés par le personnel médical et ou paramédical. Enfin, il faut être très clair aussi. Et donc, moi, je serais un peu comme toi, Marc. J'avoue que Karine est probablement beaucoup plus diplomate que moi je le serais. C'est-à-dire que moi, je trouve inadmissible de ne pas être vacciné. Et je ne comprends pas, en fait. Et donc, effectivement, soit utiliser des masques, soit. Mais en tout cas, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je ne supporte plus d'avoir des patients qui partent en réanimation avec une grippe ou un Covid clairement nosocomial, quoi. Enfin, je pense que c'est plus acceptable. Et la liberté des uns s'arrête là où ça commence celle des autres, quand même, hein, très clairement. Ouais, alors justement, j'ai des petites questions, j'ai enchaîné. Euh, la question que je voulais te poser, enfin, j'avais 2 questions. La première, c'est que euh, on est, c'est la question des sérologies, en fait, typiquement, c'est l'appel du vendredi soir de quelqu'un qui dit qu'il a été en contact avec vaguement quelqu'un qui avait la varicelle. Et évidemment, tu fouilles dans le dossier pour savoir si c'était la sérologie que tu avais, tu l'as jamais, quand même, très clairement. Ouais. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu recommandes une sérologie, finalement, tu vois, varicelle, oreillon, rougeole, à tous les patients? Et est-ce que c'est fiable? C'est-à-dire que si la sérologie est négative, on considère que le patient n'a pas été exposé. Et donc, si tu appelles un vendredi soir en disant j'étais exposé, là, il faut vous appeler pour savoir si on veut des immunoglobulines. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi pour la décision ensuite de vaccination, notamment pour la varicelle et le zona. Est-ce qu'on s'appuie sur la sérologie? Alors non, pas spécifiquement. En fait, il est dit dans les recommandations que l'histoire maladie, en fait, varicelle maladie, notamment, enfin, alors noté dans le carnet de santé, il ne faut pas se fier simplement au dire du patient, parce que parfois ils savent pas, donc puis ils confondent varicelle, rougeole ou autre chose. Mais en tout cas, la trace dans le carnet de santé est suffisant et qu'on n'a pas besoin systématiquement de le confirmer par une sérologie. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Sur l'appel du vendredi soir,
Du coup, alors le mieux c'est d'anticiper. Du coup, on pose la question et s'il a jamais fait la varicelle, on le vaccine. Comme ça, au moins, on est tranquille pour la suite. Pour l'exposition du vendredi soir qui est systématique, alors ça arrive aussi beaucoup chez les femmes enceintes. Pour les immunodéprimés, je pense que ça va suivre dans les recommandations là qui vont sortir. Alors, j'ai pas de date en fait, mais ça devrait arriver en 2024. C'est qu'on a prolongé en fait le délai pour administrer le Varitect, hein, parce que c'était déjà le cas aux États-Unis et qu'en fait les données montrent qu'on peut prolonger. Donc on n'est plus dans les 72 heures à 5 jours après l'exposition, mais plutôt à 10 jours. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc ça laisse le temps, plus de temps que ce qu'on avait auparavant, où dans les 3 jours avec le week-end, on n'arrivait jamais à avoir la sérologie et faire les anticorps. Et si tu n'as pas la notion dans le carnet de santé de varicelle, est-ce qu'à ce moment-là, la sérologie est utile? Ouais, il faut faire la C'est sérologie ça. parce que pour le moment en France, quand même, on a entre 85 et 90% des adultes qui ont fait la varicelle. Donc, ça vaut le coup de faire la sérologie parce qu'on a plus de chances d'avoir une sérologie positive que d'avoir une sérologie négative. Et les médicaments qui sont de plus en plus utilisés, je pense, en rhumato notamment, mais aussi sur les dermato, là, sur les JAK inhibiteurs par exemple, se pose la question de la vaccination contre la varicelle et le zona. Donc à ce moment-là, si on vaccine contre la varicelle, il faut attendre combien de temps après pour initier un traitement immunosuppresseur? Ça doit être 4 semaines, hein. 4 semaines. Mm. Faut pouvoir Mm. attendre 4 semaines. C'est Ok. ça. Le délai est à peu près le même pour tous, là, pour le coup. Mm. C'est 4 semaines, quel que soit le type d'immunosuppression. Et puis ma deuxième question, mais j'ose à peine t'en parler parce que je pense que ça va avoir des réactions anaphylactiques sur la thématique, mais j'ose quand même sur la vaccination Covid-19. Voilà. T'as vu que j'en avais pas Mais parlé je au sais bien, départ. voilà, mais je me sens à la fois suffisamment immunisé pour résister à tes foudres, voilà, pour savoir si, voilà, est-ce que, je t'avoue que j'ai complété ma question, c'est qu'en fait, on a eu des consignes, je trouve, assez claires au début sur la vaccination Covid-19, même si c'était un peu bizarre, le taux des anticorps, là, qui était à moins de 280, bon, bref, je vais pas ces détails, mais c'était assez clair, y compris même sur la troisième, la quatrième, la cinquième dose. Après, c'était un petit peu moins clair quand même, faut reconnaître, on avait moins de consignes. Donc, c'est vrai qu'on a eu tendance à revacciner les patients avec le nouveau vaccin bivalent. La question que tout le monde, enfin, qu'on se pose, que les patients nous posent, c'est est-ce qu'on est parti pour se vacciner tous les 6 mois, tous les ans, peut-être contre la Covid-19? Est-ce que ça va être abordé dans les recommandations? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit abordé dans les recommandations parce qu'à chaque fois, ce sujet a été mis à part. Alors, du coup, effectivement, c'était bien suivi au départ et finalement, ces notions de rappel, je pense qu'il y a plusieurs raisons voilà, qui sont suivies, qui n'ont pas été expliquées. Au départ, c'était vraiment du rappel vaccinal, donc il fallait rebooster la réponse. Et puis après, il y a eu les vaccins bivalents, puis il y a eu l'adaptation aux souches, en fait, circulantes qui ont justifié le fait de se refaire vacciner. Et tout ça, ça n'a pas été expliqué, je pense, tout simplement. Donc, on était parti sur une fréquence de tous les 6 mois, globalement, hein. Mais là, actuellement, même en ayant reçu le dernier vaccin 3 mois auparavant, il y a une indication à se refaire vacciner avec les nouveaux vaccins. Parce que du coup, on va couvrir les nouvelles souches circulantes. Donc, il y a plusieurs motifs qui ont nécessité cette revaccination. Après, pour combien de temps on est parti, je ne sais pas. Je pense que c'est la grande inconnue. Mais si on doit se revacciner, c'est probablement pas pour des raisons de boost et de rappel immunitaire. Voilà. Peut-être je m'avance un peu de dire ça, mais quand même, voilà, plutôt nouvelle souche, ou alors chez les patients très immunodéprimés où on sait qu'il faut faire plus de rappel. Alors, je regarde s'il y a des questions dans le chat, mais je n'en vois pas. Les questions, je trouve qu'elles étaient très très claires. Je pense que. Ah, bah voilà. Il faut parler là pour que tout le monde entende. En fait, il faudrait que nous aussi, en tant que professionnels de santé, on soit vaccinés contre le pneumocoque alors Non, alors suivre pas, nos patients. non, pas le pneumocoque, mais par contre, grippe, oui. Ouais. Ok. Mais parce que Non, le pneumocoque, c'est. Alors, il y a la vaccination, pas de souci. Bon, si ce n'est que c'est un vaccin conjugué, donc il est un peu plus réactogène. Mais il n'y a pas de souci d'adhésion à la vaccination, c'est pas polémique du tout. Par contre, c'est plus compliqué à expliquer la physiopathe pneumocoque parce que, comme c'est un commensal nos voies aériennes, en fait, non, il n'y a pas d'indication spécifique à ce que nous, on soit vaccinés. Je
pense qu'on va peut-être, s'il te plaît, Marc, il y avait encore une quarantaine de questions à poser, mais je pense qu'on va le faire autour du pot, parce que l'avantage de ceux qui sont déplacés, c'est qu'ils vont avoir un pot, contrairement à ceux qui sont en distanciel. Mais donc, je voulais quand même vraiment remercier les personnes qui se sont connectées à ce webinaire, hein. Au maximum, il y avait une trentaine de personnes connectées, donc c'est pas si mal. Donc, merci d'avoir participé. Je remercie vraiment les orateurs. Je pense que c'était vraiment très, très intéressant, hein, sur les nouveaux traitements et les stratégies vaccinales. Et donc, je pense que Karine sera d'accord pour dire que le lien infection-inflammation se démontre de jour en jour, hein. Voilà. La preuve, c'est que les questions, voilà. Les questions sont naturelles. Les Voilà. questions sont naturelles. Ouais, voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite donc une bonne soirée. Et donc il y a un petit pot pour ceux qui sont présents et qui veulent se désaltérer. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.